Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un décor noëlesque parce que ça y est, j'ai mis mes décorations dans mes bibliothèques. Halloween c'est passé donc c'est bon, on peut mettre du Noël dans nos vies un petit peu. Il est jamais trop tôt pour les mettre ces décorations de Noël. Donc aujourd'hui, vidéo lecture, je vous en sors déjà une nouvelle, ça fait pas longtemps que vous en avez une, mais il me restait des livres à vous chroniquer, des livres que pour certains j'ai lus cet été, donc il est temps que je vous en parle. Et en plus de ça, eh bien ça y est, j'ai terminé Quicksilver. Vous savez que j'avais très envie de vous parler de ce livre assez rapidement parce que Quicksilver en ce moment on en parle vraiment beaucoup, donc comme ça me permet directement de vous le chroniquer aujourd'hui, mais pas que, puisque dans cette vidéo on va parler de Quicksilver évidemment, mais aussi de Un sort gravé dans les os, la duologie éphémère, Les cœurs oiseaux, Sorcière des ténèbres et L'ombre du faucon. N'attendons pas plus, parlons immédiatement de Quicksilver de Kelly Hart, publié chez Albin Michel dans la collection Nox, une romantécie que j'étais très curieuse de découvrir parce qu'elle a fait beaucoup de bruit outre-Atlantique et du coup j'avais envie de voir ce qui se cachait dans cette histoire. Alors ici on va y suivre le personnage de Seiris, qui vit du côté des humains, et dans le royaume des humains c'est un peu la galère, ce qui fait que l'univers de Seiris ça ressemble un petit peu à du Hunger Games quoi, vraiment on dirait Katniss dans son district. C'est des conditions de vie qui sont vraiment très difficiles pour elle et alors pour la faire vite, un jour elle va se faire capturer et finir dans le château de la reine en fait. Cette reine qui ne vieillit jamais, cette reine qui aimerait bien comprendre comment Seiris a réussi à tuer certains de ses gardes, sachant que ses gardes ils sont surentraînés. Seiris donc qui se retrouve au château et qui va être sur le point de se faire à son tour quick. Voilà, elle va y passer. Mais à ce moment-là, eh bien, elle va déclencher sans le vouloir une sorte de portail et va sortir de ce portail Kingfisher, un homme qui va donc la retrouver là et l'emmener au royaume des Fae. Et du coup, elle, Seiris, quand elle se réveille, quand elle reprend ses esprits, qu'elle découvre qu'elle est parmi les Fae, elle est en mode mais comment ça, genre les Fae ça existe pour de vrai? Enfin vraiment elle hallucine un peu, d'autant plus que les Fae eux ils vivent dans des conditions de vie bien meilleures que les humains. En fait ils vivent dans des conditions de vie assez similaires aux nôtres, ce qui fait que par exemple Seiris quand on lui propose un verre d'eau, l'eau c'est tellement une denrée que chez eux ils n'arrivent pas à avoir, ou alors en quantité extrêmement limitée, que de voir toute cette eau gratuite à sa portée. Enfin Seiris elle hallucine, pareil pour la nourriture et même sur plein de choses de la vie. Par la force des choses, Seiris et Kingfisher vont devoir apprendre à collaborer ensemble parce que Seiris va découvrir que dans l'univers des Fae, il y a aussi des problèmes et il y a aussi une guerre, et que Seiris elle a un don particulier qui pourrait bien aider les Fae à s'en sortir. Donc voilà un petit peu, c'est dur de résumer cette histoire qui est bien plus dense que ça, mais on va dire que c'est à peu près ça la base. Ce que j'ai déjà beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'au tout début, on a la prononciation des noms en fait, que ce soit des noms des personnages mais aussi des noms de certains endroits, et ça c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai qu'il y a des noms, pour réussir à comprendre comment ça se dit, c'est pas forcément évident, et ça, ce petit truc en plus, moi ça m'a fait plaisir. Donc ouais, on est plongé comme ça dans une romantécie polaire, puisqu'il y a beaucoup de neige dans cette romantécie. Notre héroïne, elle va avoir un animal de compagnie qui n'est autre qu'un renard. Oui, donc bon, autant vous dire que ça m'a vraiment comblée. J'ai été vraiment portée par cette histoire. Le seul point, parce que oui il y en a un, c'est Kingfisher, le personnage masculin, le héros. En fait Kingfisher, il va se montrer hyper désagréable avec l'héroïne, mais vraiment
un niveau... ça me mettait un peu mal à l'aise à certains moments, c'était peut-être vraiment too much, même si on va comprendre que il a une bonne raison finalement de se conduire comme ça. Quand même, pour moi, c'était vraiment too much, et en plus de ça, il écoute très très peu les envies de notre héroïne, donc mon malaise était un peu là quand même par rapport à ce personnage, même si, bon, de ce côté-là, encore, il y a de l'évolution au fur et à mesure du roman, mais c'est vrai que Kingfisher et moi, bon, on va dire que c'est pas un de mes book lovers, Kingfisher, voilà. je préfère Xaden, je préfère Ysand, Kingfisher, bon... Mais bon, quand même, comme je vous dis, il y a de l'évolution au cours de cette histoire, et du coup, Kingfisher, ça va, il se rattrape un peu quand même vers la fin. Non, franchement, j'ai été prise dans cette histoire. Oui, j'ai vu que cette histoire avait des défauts, notamment le personnage de Kingfisher, mais en même temps, franchement, j'étais à fond dedans. J'ai vraiment, trop aimé cette lecture. J'ai trouvé que ça ressemblait vraiment à du Sarah J. Maas. C'était très bien écrit aussi, donc franchement, et bien traduit, enfin en tout cas, le texte était hyper agréable à lire, il s'était bourré d'actions, de révélations, enfin vraiment une grosse briquette parce que c'est 750 pages, mais j'ai adoré cette lecture. Pour moi c'est une lecture 5 étoiles parce que c'était vraiment trop bien en fait, vraiment j'étais à fond dedans, et c'est de la romantasy comme j'aime. Puis j'ai lu Un sort gravé dans les os par Daniel L. Jensen, publié chez les éditions Brajlon, qui est la suite et fin d'une duologie dont le premier tome c'est Un destin ancré dans le sang, il me semble. Et j'avais beaucoup aimé ce premier tome justement, où on va y suivre le personnage de Freya, qui depuis toute petite a un don magique qu'elle cache aux gens, mais eh bien il y a une personne qui va quand même découvrir ce don, et qui va épouser Freya pour ça en fait. Contre la volonté de Freya, Freya va se retrouver à l'épouser et ne pas avoir le choix, puisqu'en fait cet homme, c'est un homme qui est assez puissant, et lui, il y a une prophétie qui a été faite à son encontre, lui disant que si jamais un homme de sa lignée épouse une femme qui a le pouvoir de Freya, ça pourrait mettre fin aux guerres, et la paix pourrait être retrouvée sur leur territoire. Donc pour lui, Freya c'est la solution, même si leur mariage va jamais réellement être consommé, ça va rester platonique, vraiment c'est un mariage de convenance pour la paix. Sauf que Freya, elle va découvrir un petit peu la vie de ce monsieur qui est déjà bien plus âgé qu'elle, et elle va notamment découvrir que ce monsieur, il a un fils qui a l'âge de Freya, et Freya va tomber sous le charme de ce fils-là. Dans le premier tome, il va y avoir plein d'événements, de bouleversements qui font que Freya et le fils de son mari vont devoir passer du temps ensemble, notamment Freya va devoir devenir plus forte, entraîner son don, donc forcément... Hein. Et pas que, mais franchement, en fait, cette saga, c'est un peu dur à résumer parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses. En tout cas, quoi qu'il en soit, la fin du premier tome, c'était vraiment un gros cliffhanger et il me tardait d'avoir la suite, donc... Eh bien, quand elle est sortie, je me suis jetée dessus et j'ai passé un très bon moment avec ce livre, parce que vraiment la plume de Daniel L. Jensen, je la trouve toujours hyper agréable. Vraiment, c'est une autrice, quand j'ai un peu du mal à lire, je me plonge dans ses livres et je sais que ça va le faire tout seul en fait. Vraiment, j'aime beaucoup ce qu'elle écrit. Ici, pour ce livre-là, franchement, ce qui m'a régalé, c'est que à la moitié du récit, il y a un gros retournement de situation. Le truc que perso je n'avais pas vu venir, et c'est vrai que quand ça arrive, c'est tellement intéressant en fait que là d'un coup on se dit mais qu'est-ce qui va se passer du coup dans le reste de l'histoire? Mais attends, comment ça? Enfin vraiment le retournement de situation que j'ai adoré, et qui chamboule tout, et qui fait que par la suite on est pris dedans, on est en haleine, on se dit mais waouh! Non franchement trop bien. Trop bien, et ouais franchement un moment de lecture très agréable avec ce tome 2 où il y a quand même énormément de mythologie nordique. C'était déjà quand même le cas dans le premier tome, mais là encore plus pour ce tome 2, et j'avoue que moi je sais pas, je connais pas très bien la mythologie nordique, donc j'avais pas toutes les rêves à certains moments, mais bon, malgré tout, la lecture était franchement très agréable, et une duologie que j'ai beaucoup aimée. Puis j'ai lu la duologie éphémère d'Emma Dinkel, publiée chez les éditions Hachette Roman,
une saga de romance contemporaine. Vous savez que j'en lis quasiment jamais, mais c'est vrai que ici je m'étais laissée tenter parce que j'en avais vraiment entendu que du bien, et surtout eh bien on m'avait dit qu'il y avait vraiment tout un côté très fond family dans cette histoire, donc ça m'avait pas mal intriguée. Du coup, eh bien tout d'abord je me suis plongée dans le premier tome qui se passe en plein été et on va suivre le personnage de Romy. C'est bien ça, Romy qui s'est laissée convaincre par sa meilleure amie de faire un voyage avec elle aux États-Unis pour lui changer un peu les idées, parce que Romy elle vient de vivre des derniers mois assez compliqués et là clairement elle a besoin de changer d'air, donc sa meilleure amie l'embarque avec elle direction Miami pour commencer. Sauf que là tout de suite ça va être la galère, puisque en fait eh bien elles vont se faire arnaquer et le logement qu'elles avaient réservé pour pouvoir y séjourner, et bien finalement il n'y en a pas. Donc eh bien Romy et sa meilleure amie elles se retrouvent sur la plage comme ça avec leurs valises en mode bon qu'est-ce qu'on fait. Et c'est là où elles vont voir un groupe de jeunes de leur âge qui sont en train de s'amuser, je crois ils font du volley ou un truc comme ça. Et elles se disent bah écoute vas-y on va aller s'amuser avec eux parce que pour l'instant voilà on est en galère et franchement autant se changer les idées parce que là vraiment ras-le-bol quoi. Donc voilà, elles vont s'amuser avec eux, elles vont sympathiser avec ce groupe d'amis et ce qui fait que bien ce groupe d'amis va leur proposer à Romy et sa meilleure amie bah, de passer la nuit dans la villa où ils séjournent tous ensemble qu'ils ont pour les vacances d'été. Donc du coup les filles les accompagnent. Et ça va être le début eh bien, de vacances mémorables pour les deux jeunes femmes. Tout d'abord, eh bien, du côté de Romy, eh bien, elle va découvrir que la maison, en fait, c'est un ami du groupe d'amis qui l'a loué et qui va justement les retrouver par la suite. Au départ, elle sait pas très bien qui c'est, mais par la suite, elle va découvrir qu'en fait, ce jeune homme, eh bien, c'est une star du football américain. Il est hyper connu là-bas, mais c'est vrai que pendant un certain temps, bah, lui, il n'a pas forcément envie de dire qu'il est à Romy et à sa meilleure amie, de dire à quel point il est connu aux États-Unis parce que bah, ça lui plaît bien en fait d'être dans l'anonymat, et puis ça lui fait du bien aussi, et puis bah, comme ça éloigne aussi peut-être potentiellement les paparazzis, parce que lui il voit deux inconnus qui arrivent comme ça dans son groupe d'amis, forcément il se pose un peu des questions au départ. Et puis par la force des choses, bah, il va apprendre à connaître Romy, il va complètement tomber sous son charme. Et nous aussi, je dois dire qu'en tant que lecteur, on est sous le charme de Romy pour plein de raisons. Déjà parce que cette fille, elle est complètement safe. Et ça fait trop du bien. Le nombre de romances contemporaines que j'ai pu lire où les personnages, je n'en pouvais plus. Oh, là, ça fait tellement du bien d'avoir juste une héroïne qui a des vraies valeurs, qui juste elle est posée, elle est safe. Enfin, vraiment, elle est douce. Enfin, oh, ça fait du bien. En plus de ça, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, c'est que Romy, elle souffre d'endométriose et du coup, ça met aussi eh bien, cette maladie en avant. Parce que mine de rien, faut en parler, et de voir Romy qui en souffre, de voir quel est son quotidien quand c'est sa mauvaise période du mois notamment et qu'elle est en souffrance. Enfin, je trouve que c'est bien vraiment d'en parler dans un livre et d'en parler d'une façon assez juste. Et puis la romance du coup entre Romy et puis son love interest, c'est tellement doux. Enfin vraiment cette lecture j'ai trop aimé, et effectivement on m'avait dit qu'il y avait un côté fond de family à cette histoire, et c'est exactement ça, c'est à dire que Romy elle va trouver l'amour au cours de cet été, mais également elle va trouver une petite famille quoi, ce groupe d'amis, enfin c'est vraiment ils prennent soin les uns des autres, et ça fait trop plaisir à voir. Malgré tout vous vous doutez bien qu'à un moment donné il va se passer quelque chose, parce qu'il y a 2 tomes à cette histoire, et ouais, ce quelque chose, c'est une fin déchirante à la fin de ce premier tome, une fin qui concerne pas directement le couple, mais qui nous fait quand même du mal, qui nous brise quand même le cœur, et qui fait qu'on a envie en fait que le couple se retrouve pour le tome 2, donc autant vous dire que quand j'ai eu le tome 2 entre les mains, je me suis directement jetée dessus. Et un tome 2,
Donc qui est là, qui est tout beau lui aussi, avec cette couverture et tous ses papillons comme pour le premier tome. Franchement, un tome 2 que j'ai aussi vraiment beaucoup aimé, dans la lignée du premier tome, des personnages toujours safe, tout en douceur, et vraiment une saga tout en sensibilité. Et il y a juste une révélation qu'on a à un moment donné sur un personnage de cette histoire, un personnage un peu secondaire, et je suis assez contente de moi parce que enquêtrice Lily avait compris dès le premier tome que voilà, ce personnage était un peu sus, donc voilà, j'avais tout de suite eu des soupçons et ça s'est révélé exact dans ce tome 2, donc ouais, je suis contente. Mais ouais, non, franchement, une saga de romance contemporain que je ne peux que vous conseiller. Vous savez que c'est pas mon truc habituellement, mais là franchement celle-ci j'ai vraiment beaucoup aimé, vrai de vrai. Puis j'ai lu Les Cœurs Oiseaux par Clara Lecor, publié chez les éditions Rivka, un roman où on va découvrir un univers steampunk dans lequel chaque être humain a un oiseau dans le cœur. Oui, littéralement. Un oiseau qui séjourne ici ou alors qui vole autour de son être humain. Et c'est le cas évidemment du coup de notre personnage principal, Orion. Orion qui un jour va faire la connaissance de la belle Florence et il va complètement tomber sous son charme. Problème c'est que Florence, elle est fiancée à un prince vraiment pas très agréable et ouais, pas une bonne personne quoi. Et en plus de ça, Florence va devoir s'en aller. Le problème c'est que lorsque Florence va partir, eh bien l'oiseau d'Orion va la suivre et du coup, eh bien, pour Orion, ça va être une course à la montre qui va commencer pour aller tout simplement eh bien, retrouver Florence, mais également son cœur, son oiseau qui s'est échappé. Du coup, ça va amener Orion, qui à la base est un personnage, un jeune homme qui a ses petites craintes, à devoir prendre sur lui, devenir de plus en plus courageux et partir du coup à l'aventure. Une aventure qui va être vraiment très bien rythmée, très riche en événements. Une aventure vraiment assez folle, vraiment. Pour cette histoire, j'ai eu l'impression de juste de voir un film d'animation en fait. Vraiment, il se passe tellement de choses, l'univers est tellement créatif, vraiment, on en prend plein les yeux, l'univers steampunk est vraiment très bien mis en avant avec tout plein d'inventions aussi. J'ai beaucoup aimé cette petite histoire. Puis j'ai lu Sorcière des Ténèbres, le tome 2 de la saga L'Académie des Premiers-Nés par Isla Frost, publié chez les éditions Bookmark. Dans le premier tome de cette saga, il y a eu des catastrophes sur Terre causées par des monstres en fait, qui ont vraiment causé des dégâts mais immenses, et pour retrouver la paix, les hommes ont conclu un marché avec eux qui est de leur céder leurs enfants, leurs premiers-nés, à partir d'un certain âge. C'est le cas de notre héroïne, ça y est, elle a atteint l'âge fatidique où elle va devoir retrouver les monstres, où sa famille va devoir lui dire au revoir parce qu'ils ne vont plus jamais la revoir. Mais ce moment stressant, finalement ça va quand même un peu pour elle parce qu'elle va pas le vivre toute seule, elle va le vivre en compagnie de sa meilleure amie qui est aussi la première enfant de sa famille et qui a aussi atteint l'âge fatidique. Donc voilà, toutes deux, eh bien, elles quittent leur famille et elles vont franchir un portail magique pour retrouver les monstres. Sauf que ce portail magique, elles s'y attendaient pas, mais ça va les conduire dans une école de magie. Une école où elles vont devoir s'entraîner aux côtés de certains monstres à combattre des monstres beaucoup plus violents en fait, ceux qui ont causé le plus de dégâts sur Terre. Donc voilà un petit peu ce qu'on suit en fait dans cette histoire, cette académie donc des premiers-nés. Et donc ici tome 2. Tome 2 que j'ai retrouvé honnêtement au départ avec plaisir parce que le premier tome il avait ses défauts mais franchement c'était assez sympa. Malheureusement pour ce tome 2, même si il est complètement dans les lignées du premier tome, je n'ai jamais réussi à entrer dedans. Je sais pas si ça vient de moi ou du livre, mais je l'ai quand même lu jusqu'au bout parce qu'il fait que 250 pages.
Mais clairement, franchement, ça ne l'a pas du tout fait malheureusement. Pour finir, j'ai lu également L'ombre du faucon, qui est le premier tome de la saga Les Flammes de la Révolte par Virginie Despentes, publié chez les éditions Bookmark, où là, on est dans une romantécie un petit peu originale par rapport à ce qu'on voit d'habitude, parce que celle-ci, elle se passe en France. Oui, 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 dans les années 1600. Donc, bah ouais, c'est cool quand même de pouvoir un petit peu s'identifier à l'univers dans lequel se passe une romantécie. Bon, c'est la France certes, mais c'est une France un petit peu différente de celle qu'on a connue. Voilà, déjà parce que les royaumes, mais ils sont comme ça. Voilà, la France est séparée en plusieurs royaumes, plusieurs cours. Et en plus de ça, eh bien, dans cette romantécie, eh bien il y a de la magie. Alors généralement c'est surtout les nobles qui sont capables d'en faire. D'ailleurs plus une personne est riche et plus elle a de pouvoir magique généralement. Voilà. Donc nous dans cette histoire on va suivre le personnage d'Eve. Eve qui a un don depuis l'enfance. Elle est capable de parler avec les faucons en fait. Et son père à un moment donné dans sa vie, quand elle va commencer à être un peu adolescente, il va la mettre dans un couvent. Un couvent où elle va rester pendant plusieurs années, où elle va devoir cacher son don également. Et un jour son père vient la rechercher. Donc Eve est enfin contente de quitter cet enfer. Mais elle va pas être contente très très longtemps, puisqu'elle va découvrir que son père en fait l'a fiancée avec un homme. Donc Eve elle est complètement dépitée. Mais bon, elle va quand même devoir épouser cet homme et découvrir en fait que c'est un de ses amis d'enfance. Un personnage qui, on le sent, a eu son vécu parce qu'aujourd'hui il a un handicap physique. Voici Eve, dorénavant mariée avec lui. Et tout de suite en fait, eh bien, Eve va avoir un peu des soupçons par rapport à son mari, par rapport aussi à son meilleur ami qui passe beaucoup de temps avec lui. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont l'air de mijoter un truc. Bon, Eve va finir par comprendre ce qui s'y cache, comprendre qu'on parle un peu de révolution notamment. Et en fait, elle va également découvrir que ce mariage, Eve n'a pas été choisie par hasard. Alors notamment, c'est une amie d'enfance de son mari, mais en fait, son don est quand même très très intéressant quoi. Et son don, il pourrait quand même bien servir pour la révolution. Sauf que Eve de son côté, elle est hyper méfiante vis-à-vis de son mari parce que elle sent que son mari et son meilleur ami ne lui disent pas tout réellement sur ce qui se passe, sur ce qu'ils veulent d'elle par rapport à son don. Et puis en même temps, son mari et son meilleur ami, ils savent pas trop s'ils peuvent vraiment faire confiance à Eve. En fait, pendant assez longtemps, chaque personnage va être un peu campé sur ses positions. Il va y avoir beaucoup de méfiance de part et d'autre. J'avoue qu'à un moment donné, ça m'a un peu lassée de voir les personnages qui ne se faisaient jamais confiance parce que ça dure vraiment un peu trop à mon goût. Et malheureusement, c'est ce qui fait que ça m'a décroché du récit. Et c'est dommage parce que le moment où j'ai commencé à décrocher du récit, c'est finalement ce moment où ça y est, les personnages se font un peu plus confiance et où finalement l'action, ça y est, se met vraiment en marche, où il se passe de plus en plus de choses, mais finalement c'était un peu trop tard pour moi. Et c'est dommage parce que franchement c'est un récit qui a vraiment un gros potentiel, mais les personnages principaux ils m'ont un peu gonflé à être tout le temps méfiants et sur leur garde. C'est bon, à un moment donné, voilà, stop quoi. Ah dommage. Voilà pour ces lectures, je suis trop contente à titre personnel parce que je suis enfin à jour dans mes chroniques, oui. Ça y est, j'avais accumulé beaucoup de retard cet été et maintenant ça y est, ce retard est comblé et ça fait du bien d'être à jour. Sur ce, je vais vous laisser là. J'espère que vous avez apprécié ce moment en ma compagnie et j'espère vous avoir donné envie de découvrir certains titres. N'hésitez pas à me dire ça dans la partie commentaires où je vous retrouve comme à chaque fois. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous.